Bienvenue sur Matrimoine Féministe, le podcast qui traite des sujets de société avec un œil féministe. Je suis Estelle Cozy, sa fondatrice, et je suis ravie de vous accueillir dans cet espace. Vous n'avez d'ailleurs pas besoin de prendre de notes, puisque la retranscription complète de l'épisode se trouve sur mon site internet www.matrimoine-féministe.com. En attendant, je vous laisse rejoindre ma conversation avec mon invité du jour. Bonne écoute! Bonjour, bonsoir aux personnes qui nous écoutent. Je suis en compagnie de Yatou, avec qui nous allons parler de ses BD Erika et les princes en détresse. Je suis super contente de t'avoir à mon micro car j'ai adoré le tome 1 et le tome 2 et je l'ai même fait découvrir la série à mon papa et du coup j'attends le tome 3 avec grande impatience. Merci. Avec grand plaisir et du coup je te laisse te présenter de la manière dont tu le souhaites. OK. Alors, bonjour déjà. Je suis, Yatou, donc je suis, autrice, de bande dessinée. J'ai commencé avec un blog BD qui s'appelle, yatou.fr en 2010 et sur le blog, j'ai raconté mon expérience en tant que stagiaire exploité en agence de publicité et du coup ça a pas mal tourné et au final, mes histoires ont été publiées à travers un album qui est mon 1er album, BD édité en maison d'édition. Et du coup, j'ai par la suite publié plusieurs autres albums sur, divers sujets de société comme, le mal logement, le harcèlement de rue et scolaire, les stéréotypes de genre. Et du coup, c'est après plusieurs années en maison, d'édition que je me suis lancée en auto-édition pour ma BD, actuelle, du coup donc, Erika et les princes en détresse. Et donc avec mon copain, Brice, on a lancé, 2 campagnes Ulule qui ont vraiment bien marché et le tome 2 il s'est financé en 90 minutes, pour atteindre, 5 000, exemplaires, enfin 5 000 préventes en 3 semaines, donc c'était assez, incroyable et du coup en octobre prochain, on lance le 3e tome après, des années de travail et de préparation. Donc voilà, en gros. Merci pour ta présentation. On aura sûrement l'occasion d'y revenir pour comment t'as fait pour passer du coup de maison édition en étant auto-édité. Et en tout cas, par rapport à Erika et Prince en détresse, j'avoue que je les ai à côté de moi. Bon, les personnes qui écoutent le podcast ne pourront pas le voir, ça c'est sûr. Mais franchement, les tomes, ils sont magnifiques. Enfin, moi, je les trouve incroyables. Enfin, j'aime tout en fait. Le design et tout. Enfin, en plus, c'est super. En fait, on dirait vraiment un manga, mais en fait, tout est en couleur et ça a vraiment de l'univers manga et l'histoire est hyper intéressante. Enfin, c'est trop bien. Ah bah, merci beaucoup, ça fait plaisir. Merci. Mais oui, je suis une grande fan. Surtout que moi, ce que j'adore le plus, c'est vraiment que tu as retourné les contes de fées. Parce que par exemple, dans le tome 1, on parle quand même de blanc en neige au lieu de blanche-neige, quoi. Oui, voilà, oui. Je pense qu'on sait, quelle référence, à quelle référence je fais pour le conte. Mais tellement. Mais du coup, bon, quand même, pour les personnes qui nous écoutent, qui ne connaisseraient pas du tout Erika et les princes en détresse, peux-tu nous le pitcher pour que tout le monde sache ce que c'est? Alors, donc, Erika, les princes en détresse, ça raconte l'histoire d'une princesse guerrière, Erika, dans un monde, où les genres sont inversés, où ce sont les femmes qui détiennent tous les pouvoirs. Et Erika, elle veut prendre la place de sa mère sur le trône, mais le problème, c'est qu'il faut se marier et pour elle, c'est hors de question et donc pour, éviter ça et pour prouver qu'elle est digne de régner seule, on lui confia la mission de sauver des princes en détresse. Voilà. Ça, c'est le pitch de base. Sans rentrer dans les détails, enfin après je peux rentrer dans les détails, mais c'est vraiment en gros, c'est ça, quoi. L'histoire, elle est directe. Enfin, déjà rien qu'avec ce pitch, moi, j'avais trop envie de découvrir ce que c'était parce que c'est hyper inhabituel et c'est cool en fait qu'il y ait des romans comme ça, parce que comme ça, on peut vraiment faire un pas de côté et comprendre un peu mieux, du coup, les, la société genrée, les stéréotypes et compagnie, quoi. Oui et c'est vrai que, en fait, en inversant, les rôles, j'aimerais mettre en lumière des situations qui sont, situations absurdes et remettre en question les rapports, hommes-femmes, de notre société, tout en suivant les aventures de personnages, attachants. Là, dans le royaume d'Erika, les filles, sont fortes, et combatives et à l'inverse, les garçons sont beaucoup plus dans l'émotion et la douceur et c'est OK d'être comme ça.
Je veux montrer, autre chose, de ce que la société, attend de nous. Donc un garçon, il a le droit d'exprimer ses émotions et une fille, elle peut être forte et avoir de l'ambition et en fait, dans le tome 2, par exemple, je parle d'un prince, qui rêve d'être soignant et ça, c'est quelque chose qui est, interdit dans ce monde matriarcal et il veut se battre pour réaliser ses rêves et elle, Erika, de son côté, elle va réaliser que, il est pas si différent d'elle, finalement et qu'il n'est pas juste, un prince, potiche et au final, ce que je veux dire, c'est que, fille ou garçon, peu importe, l'important, c'est la liberté de pouvoir faire ce qu'on veut, peu importe notre genre et c'est ça que je veux faire comprendre. Ouais, c'est vraiment un super beau message et du coup, par rapport à tome 2, ça me rappelle quand ils vont dans une galerie où ils vont voir, les femmes hyper inspirantes. Ça m'avait trop amusé de voir Galila, Léona de Vinceau, Hippocrate. Hippocrate aussi. Bah, l'inverse, hein, allez, on y va à fond dans la version, des genres. Mais oui, mais c'était trop, trop bien trouvé. Enfin, moi, je trouvais les petits clins d'œil que t'as. Enfin, même, avec, ça m'a fait mourir de rire. Dans le tome 1, j'avais trop aimé aussi quand le méchant roi, si on peut appeler ça comme ça, il avait regardé Philippe Etchebest qui lui disait qu'il Oui, était le oui. meilleur cuisinier. Oui, en fait, oui, c'est le miroir. J'ai mis, Philippe Etchebest dans le miroir, vu que, bah, on est un peu sur le conte, Blanche-Neige et les 7 nains. Mais là, donc, on est dans un monde de pâtisserie, donc oui, ça avait tout son sens, de mettre Etchebest et je suis contente parce que les gens l'ont reconnu et ils ont été morts de rire. Ah, c'était une satisfaction. Je fais: «Ah, déjà, on le reconnaît, ça, c'est cool». J'ai réussi, le dessin était réussi, ça va. Et de voir que ça les avait fait trop rire, franchement, c'était trop bien, quoi. J'ai adoré ce moment. Mais la même, mais ouais, j'aime trop. Mais d'ailleurs, ça me fait penser, parce que là, actuellement, quand on enregistre cet épisode de podcast, tu mets des planches du tome 3 sur ton Instagram, bah, du coup, pour un peu teaser, et, parce que pour le moment, le tome n'est pas encore sorti, et ça me fait penser qu'il y avait un truc que j'avais vraiment aimé dans les premières planches que tu avais mis, c'est genre que, genre, Erika, elle a ses règles en mode normal, et du coup, son écuyère Pita va nettoyer sa culotte menstruelle, mais comme si c'était tout à fait logique, normal, et ça, je trouvais ça super bien de souligner ça dans un manga, quoi. Ça, c'est vraiment un truc que je voulais absolument mettre, dans Erika et les Princes en détresse. C'est vraiment, parler des règles, mais de façon, très normale. Genre, c'est pas du tout un sujet, en fait. Le personnage, il a ses règles et voilà, bah, elle va se changer et on passe à autre chose et même il y a un prince à côté qui dit: «Bah, ah OK, d'accord, effectivement, tu les as, hein, c'est un constat». Et puis voilà, on n'en fait pas un drame et je veux que, vraiment que ça devienne normal et en plus, si, les enfants lisent ça, parce que je sais qu'il y en aura beaucoup, ils verront que, c'est pas une honte, en fait et ça, c'est hyper important. Je veux plus que ce soit une honte, je veux qu'ils puissent, en parler en plus, bah, à leurs parents, librement et rien qu'avec en distillant des petits trucs comme ça, je pense que ça peut enfin j'espère, hein, j'en sais rien, hein, c'est à ma faible échelle que j'essaye de, faire changer les mentalités, quoi. Mais voilà, j'essaye. Je sais je sais pas, j'ai pas la prétention de dire que oui, ça va révolutionner le monde, mais un petit truc comme ça, bon, ça peut faire son petit bout de chemin, quoi. Non, mais en fait, tu plantes des graines d'éveil féministe et c'est super important ce que tu fais. Enfin, c'est bien, tu montres que c'est pas tabou et c'est important aussi. Et d'ailleurs, ça me fait penser, quand tu parlais d'enfants, parce que enfin, je te suis vraiment régulièrement sur Instagram, tu fais partie de mes comptes préférés, donc Ah je, merci! donc je connais un peu, mais je me rappelle, j'avais vu je crois que c'était ta nièce, quand elle avait vu Erika, en fait, elle avait pas conscientisé que c'était une fille, en fait. Pour elle, c'était un garçon, Erika. Oui, oui, bah, en fait, elle voit, un personnage, qui est tenu dans les bras d'une fille et en fait, ça peut pas être autrement enfin, ça peut pas être, un garçon qui est tenu dans les bras pour elle et c'était, intéressant de voir que, ça pouvait être qu'une fille, en fait. Et beh, je fais: «Bah, non, en fait, c'est un garçon. Il a le droit d'être porté par une fille, hein» et c'est vraiment, buté: «Non, non, c'est c'est un garçon!» Elle voulait pas en démordre et tout. Et ouais, en plus, elle était très jeune à ce moment-là, je crois qu'elle avait 4 ans, et ça commence très, très tôt, les stéréotypes, donc c'est bien, c'est pour ça aussi que je fais cet album pour les enfants qui vont le lire parce que ça commence très tôt, quoi, les stéréotypes et c'est aussi l'idée de leur faire voir le monde autrement, quoi.
Mmh, mmh, mmh. Oui, c'est très, très important de déconstruire tout ça parce que finalement avec les stéréotypes qu'on ingère, dès le plus jeune âge, pas forcément quand tu es une femme par exemple, tu vas avoir par exemple plus facilement le syndrome de l'imposteur, bah, tu vas te mettre des biais, enfin il y aura des métiers que tu voudras pas forcément faire parce que tu as pas la représentation derrière et pour un garçon, bah, tu vas pas forcément communiquer tes émotions, enfin tu vas passer pour le mec hyper fort, hyper viril et cetera alors que c'est pas forcément ce que tu as envie d'être donc c'est vrai que c'est hyper important et en effet ça commence très, 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 très tôt. Déjà rien qu'avec, les jouets, les couleurs, grosses pour les filles, bleues pour les garçons, quoi. Ah oui, oui, il y en a encore malheureusement, on n'en a pas fini, hein, avec ça. C'est très, très long, à faire changer. Bon ça change, hein, ça change, mais c'est très lent. C'est très, très lent. Mais bon. On avance, pas à pas. Ah bah, ouais. Et du coup, bah, forcément, ça m'intrigue un peu pour connaître un peu, les coulisses derrière Erika et Les Princes en détresse. Déjà, bah, du coup, pourquoi, l'avoir écrit? Quel a été, ton cheminement, pour faire, ces albums? Alors en fait, avant d'écrire, Erika, je faisais, essentiellement, de la BD, bah, sur notre monde, existant, sur le monde, réel, de la BD tranche de vie et du coup, j'ai eu envie de sortir de cette case et de me mettre, un défi. En fait, Erika et les Princes en détresse, c'est une BD qui rassemble mes plus fortes, valeurs, tout en suivant une histoire, drôle et attachante et j'avais très envie de dessiner une histoire, d'aventure, bah, qui n'existe pas dans le monde réel, en faisant, travailler mon imagination et donc j'ai pu imaginer des personnages forts qui expriment, des émotions et qui expriment les miennes en même temps et en fait, j'ai aimé écrire et dessiner, toutes les BD, que j'ai faites en maison d'édition, mais celle-ci, c'est vraiment celle, qui m'est la plus chère, en vrai. C'est une BD heroic fantasy, mais c'est la plus personnelle, car j'y mets, tous mes ressentis, profonds. C'est une aventure qui me fait ressentir, beaucoup, beaucoup d'émotions. Il y a des scènes qui me font rire et même carrément pleurer et donc voilà, ces personnages sont très importants pour moi et ils font partie de ma vie maintenant, quoi. Ça m'étonne pas en vrai, ils font partie de toi et enfin, c'est trop beau. D'ailleurs, la façon dont tu mets sur tes publications Instagram, il y a la petite Erika et toi. Enfin, et toi, tu es avec des cheveux roses et Erika et toi, enfin, par moments où vous êtes toutes les 2 en train de parler dans les cases de BD, je trouve ça marrant. Des cheveux rouges, j'ai des cheveux Cheveux rouges! cheveux rouges, rouges, ah mince! Oui, mais bon, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui disent que j'ai les cheveux roses, alors que dans ma palette, c'est le rouge que je choisis. Donc mais bon, je j'intensifierai le rouge au fur et à mesure, des publications. Tu m'apprends quelque chose, c'est marrant. Et d'ailleurs, oui, j'avais lu dans une publication de mémoire, mais du coup, je crois qu'Erika et les Princes en détresse, il y aura 9 tomes en tout. Oui, bon maintenant je dis entre 8 et 10. En fait, j'ai tout écrit, enfin dans les grandes lignes, dans vraiment dans les grosses, grosses lignes, j'ai écrit toute l'histoire d'Erika, les Princes en détresse jusqu'à la fin, pour me donner un peu une idée, des tomes, parce que j'avais une idée très approximative. Bon là, c'est encore approximatif, hein, mais voilà, j'ai une idée entre, j'avais dit, 8-9 tomes, on peut dire neuf ou 10. C'est au cas où, comment dire? J'ai pas prévu, comment dire? Je sais ce que je vais raconter, mais je sais pas combien de pages ça va me prendre. Donc voilà, je me laisse la liberté de rajouter un tome, au cas où j'ai pas la place, en fait. Donc parce que j'ai l'habitude de m'étendre, je veux développer, plein, plein de trucs et au final, bah, ça fait plein, plein de pages. Donc déjà là, à l'heure actuelle, on est, quand même à 1000 pages, de produites, j'ai fait le calcul, il y a quelques jours, je fais: «Ah ouais quand même, donc ça veut dire quoi au tome, 9 environ? Waouh! J'ai pas calculé, j'ai pas voulu. On a le temps, hein, ça va prendre un petit moment avant d'arriver jusqu'au tome 9, mais voilà, c'est une très, très longue, aventure et mais je sais que j'irai jusqu'au bout parce que c'est des personnages, comme je disais tout à l'heure, qui me sont très chers et je peux pas les abandonner, en fait. Donc j'ai tellement envie de montrer ce qui leur arrive parce qu'il va leur arriver des choses assez importantes. Donc voilà, j'irai jusqu'au bout. C'est l'avantage de l'auto-édition, c'est de pouvoir aller jusqu'au bout si l'auteur, l'autrice est toujours à fond. Je confirme que c'est le cas, je suis à fond. Du coup, j'irai jusqu'au bout.
Ça s'entend et j'ai hâte de lire l'aventure jusqu'au bout. Ah. Et du coup, ça me fait penser, bah, du coup, comme tu parlais de tes personnages, du coup, bah, tu peux nous les présenter les principaux et me dire, quels sont tes personnages, préférés? Hem, ah je présente les personnages qui accompagnent l'équipe, d'Erika? OK, alors, dans l'équipe d'Erika, il y a, Pita, son écuyère. Donc elle est très gentille, très naïve, mais c'est surtout, une épouvantable cuisinière, donc si on dit du mal de sa cuisine, ses forces, décuplent et elle devient, incontrôlable. Et Erika est aussi accompagnée de Bucéphale, c'est son destrier, hygiéniomaniaque, qui déteste, plus que tout la saleté. Donc la moindre petite saleté le fait partir en vrille, complet. Et donc c'est ensemble, elles vont partir, découvrir, bah, différents royaumes, pour secourir des princes en détresse, souvent malmenés, disparus ou ensorcelés, voilà. Et donc tu me demandais mon personnage, préféré. Bon ça c'était, j'y réfléchis parce que c'est quand même pas évident parce que je les aime tous, je mets quand même, beaucoup de ma personne dans chacun. Mais s'il fallait en choisir, qu'un, je dirais que c'est Erika. Hem, je dirais que c'est Erika qui me ressemble le plus, mais sans le mauvais caractère, que je peux avoir peut-être, hein. Mais ce que j'aime bien, c'est qu'elle a un fort désir de justice et qu'elle n'hésite pas à remettre en question, la société. Et elle peut être têtue et bornée, mais elle est à l'écoute et elle peut s'améliorer. Donc c'est un personnage qu'on apprend à aimer et je trouve ça intéressant qu'il ne soit pas parfait tout de suite. Ouais, je comprends, faut dire elle a son propre background. Bah, d'ailleurs Erika aussi, je l'avais mis, elle est dans mes dédicaces, je l'ai d'ailleurs, ouais, personnage préféré aussi. Ah bah, très bien. Mais c'est marrant parce qu'en dédicace, chacun a son personnage préféré. Il y a, Bucéphale, donc le cheval, revient très, très souvent, ça c'était une grosse surprise. Je pensais pas que c'était le cheval, le préféré, carrément en fait, je fais: «Ah oui quand même, c'est même pas l'héroïne quoi, c'est le cheval». J'avoue. Surtout que, bah, il parle pas quoi, il fait des trucs dans le fond et tout, bah, j'imagine que c'était assez rigolo pour qu'on puisse, s'attacher, mais c'est marrant, enfin c'est devenu, sans le vouloir, une peu la petite mascotte, de l'aventure, donc c'est cool. Il y a beau je retrouve aussi, la maîtresse d'armes qui est beaucoup, appréciée, hem, qui, en fait, ma référence pour faire, la maîtresse d'armes, Kaylen, c'est Nicky Larson parce qu'elle est elle est un dragueuse, poids lourd, donc elle hésite pas à draguer tous les, beaux jeunes hommes qu'elle trouve à sa portée. Mais bon, c'est un personnage aussi qui va évoluer et je retrouve aussi, moi j'ai eu des fois il y avait un pigeon aussi, il y a le roi, la reine, puis d'autres personnages, il y a eu des monstres aussi, ça c'était, j'ai eu des monstres cerises, mais c'est marrant, chacun a son personnage et en dédicace, il y a même des gens qui bug en fait. Tu fais: «Ah attends, 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 je veux», ils savent pas en fait, lequel choisir. Du coup, c'est le mode stress est activé, prends ton temps, choisis, lequel tu veux. Mais c'est une bonne chose, ça veut dire que, bah, tous les personnages sont appréciés en fait. Il y a peut-être des préférés, mais c'est cool, je trouve ça cool, quoi. Mais d'ailleurs, ça me fait penser par rapport au cheval, ça me fait un peu penser, en mascotte comme le cheval dans Réponse, c'est un peu dans le même style, parce qu'il fait aussi des gags en arrière-plan et tout, donc ouais, ça me fait penser à ça pour quand tu parles de Bucéphale. Ah oui, oui. Oui, c'est vrai, je pense que c'est ça qui a été beaucoup apprécié, enfin on imagine, hein. Et même par rapport à Kellan, enfin, je trouve que c'est assez ben, je trouve ça hyper marrant son personnage, parce que du coup, franchement, enfin, c'est très, 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 très rare, je pense, de voir une telle séductrice, comme ça dans une BD ou même dans les séries, parce que d'habitude, c'est toujours le mec qui est un grand séducteur, mais elle a pas froid aux yeux et c'est trop marrant, quoi. Ça change, bah, de toute façon, hein, toute la BD en elle-même fait une inversion des rôles et c'est les femmes même qui peuvent porter des poids lourds et tout, enfin, c'est trop drôle, quoi.
Mais c'est marrant, c'est parce que rien qu'en inversant les rôles, bah, avec, par exemple, cette maîtresse d'armes, ça fait réfléchir, en fait. Ça interroge, ça fait bizarre aussi. Et du coup, c'est ça qui est intéressant, c'est que, elle fait par exemple, des je me souviens, il y avait une scène que j'ai mis dans le tome 1 où tu avais la Kaylan qui combattait avec une autre personne, avec un homme, et au fur et à mesure du combat, elle le déshabillait très légèrement, tu vois? Et je sais que cette scène avait fait beaucoup réagir et en fait, c'est une scène que c'est ma référence, c'est Zorro, le film Zorro, et le gars, il fait la même chose avec la fille. Il combat, il y a un combat et il la déshabille au fur et à mesure et c'était humoristique, en fait. C'était juste humoristique cette scène, ça avait pas du tout fait réagir. Et là, quand tu fais l'inverse, ah bah, c'est pas pareil, en fait. C'est: «Oh mais non, comment? Pourquoi?» Bah oui, bah, on a bien fait l'inverse, hein, il y a pas de problème. Mais c'est bien, on fait prendre conscience que c'est pas normal, en fait, et c'est cool. Et c'est plein de petits trucs comme ça, en fait, que je pointe du doigt, mais avec, de l'humour et du parce que je pense qu'avec de l'humour, le message, il passe mieux. Enfin, c'est ce que je pense, hein. Donc voilà, on passe, un bon moment tout en apprenant des choses, quoi. Enfin, parce que enfin, je pense qu'on apprend des choses. On allie l'utile à l'agréable, comme on peut dire. Oui. Parce que moi, c'est enfin, dans cette BD, c'est pas genre, le poing levé: «Ouais, nos droits, machin», non, c'est l'idée, c'est vraiment de passer vraiment un bon moment en suivant des les aventures avec des personnages attachants. Et hem et voilà, limite, on se rend même pas compte, en fait, qu'on apprend, des choses, surtout, par rapport aux enfants. Les enfants, ils vont voir juste une aventure, avec des personnages délirants, ils vont rigoler et tout, et ils voient pas le message derrière, le message que les adultes, verront. Donc il y a une double lecture avec les adultes et l'aventure, trop marrante, trop, rigolote pour les enfants. Donc heu, donc voilà, je pense que pas mal de gens peuvent s'y retrouver, en fait. Ouais, c'est vrai que l'univers que tu as construit, je trouve qu'il est vraiment deep, profond, avec beaucoup, beaucoup d'humour et franchement, ouais, c'est un vrai manga, quoi, un manga français, En couleur! en couleur! C'est ça, mais du coup, ouais, moi, je trouve ça trop, trop dingue et d'ailleurs, par rapport à Zoro, je savais même pas, tu m'apprends un de ces trucs et c'est marrant, du coup, de voir un peu les coulisses de certaines scènes, du coup, par rapport à Erika. Et c'était avec, Antonio Banderas. Mais ouais, j'avais gardé cette scène en tête, je sais pas, ça c'est vrai qu'à l'époque, ça nous avait pas fait réagir, et c'est marrant de voir juste faire l'inverse et là: «Oh quoi?» Mais du coup, est-ce que tu as d'autres scènes comme ça qui t'ont inspiré pour Erika? Parce que du coup, ça m'intéresse, ça m'intrigue. Par exemple dans le tome 1, donc je reprends le conte, mon conte de référence, c'est, Blanche-Neige et les 7 nains. Donc du coup, on suit les aventures de Blanc en neige dans le monde des pâtisseries. Et à un moment donné, donc tu as le prince qui découvre la maison, des 7 naines, et le 1er truc qu'il fait, mais instinctivement, le premier truc qu'il fait, c'est faire le ménage, en fait. C'est faire le ménage, faire à bouffer, faire sa tarte et tout, alors qu'il est chez des inconnus. Qu'est-ce que tu fais? Et c'est exactement ce qu'elle fait, Blanche-Neige, tu à l'époque, tu es là: «Bah oui, oui, enfin, on se pose Normal. pas de questions, bah oui, c'est normal, mais bah non, tu rentres chez des inconnus, tu fais pas la poussière, quoi. Enfin, je sais pas, tu fais pas à manger, heu, donc voilà, c'est aussi une scène que j'avais repris en faisant l'inverse, on se rend compte vraiment, que bah non, quoi, c'est chelou. Mais tellement! Donc ouais, non, c'est hyper important de le mettre en lumière ça, bah, bien joué en tout cas, enfin surtout même, que j'étais hyper surprise, même de voir, tout le décor et tout parce que c'est la ville était magnifique, on dirait limite qu'on était dans un jeu vidéo et qu'on voyait waouh! Donc bien joué. Ah bah merci beaucoup, merci. Et du coup, ça me fait penser pour la suite de mes questions, parce que je sais que, bah, ton partenaire, Brice, il t'aide beaucoup avec Erika, donc si tu pouvais nous dire un peu plus, comment il t'aide, enfin, qu'est-ce que vous faites à 2 et cetera, pour les personnes qui nous écoutent? Du coup, alors pour Brice, donc Brice qui m'aide, ah oui, du coup, avant de m'aider à plein temps, sur Erika, il était, directeur artistique
en agence de publicité. Il a l'œil pour juger, une création, du coup, je lui montre, tout ce que je fais pour avoir son avis. Donc là, il s'occupe, aussi de toute la logistique, de la paperasse, administrative. C'est lui qui fait et qui envoie les colis. Il fait de l'édition, en faisant toutes les maquettes, des livres. Il est en relation avec tous les prestataires, donc avec l'imprimeur, il fait tous les devis. Il fait aussi les animations, des campagnes Ulule, ce qui est un très, très gros travail. C'est ce qu'il fait, en ce moment même, d'ailleurs. Et il écrit aussi, tous les textes, de notre encyclopédie qu'on a créée spécialement pour Tipeee. Donc en fait, sur Tipeee, c'est une plateforme, où on peut nous soutenir, mensuellement et en échange, on fait une fiche par mois qui traite, d'un sujet sur l'univers, d'Erika, les Princes en détresse. Donc ça peut être un personnage, un méchant, un monstre, un lieu et cetera et toutes ces fiches, alimentent, du coup, le codex, des royaumes. Voilà. Donc il fait tout ça et en vrai, sans son aide, ça aurait été impossible de faire tout ça et même à 2, le travail, il reste conséquent. Donc on travaille, beaucoup, souvent jusqu'à très tard, mais on aime ce qu'on fait, on voit que ça plaît donc ça nous motive à continuer, quoi. Ah, c'est beau, ouais, c'est vraiment un vrai travail, passion et c'est chouette que vous ayez pu trouver votre équilibre ensemble parce que du coup, vous apportez mutuellement des choses donc c'est en même temps, ça doit pas être évident non plus de travailler avec son mec, je pense, par moment. Bah, nous franchement ça va. C'est en fait tous les 2 on est vraiment des ermites et tout, on sort pas beaucoup, puis, enfin, bah, le fait de c'est vrai qu'on est un peu H24, ensemble, mais ça nous convient, très, très bien. Je sais qu'il y en a, ça pose problème, mais nous, ça nous pose aucun problème, c'est la configuration parfaite, pour nous, quoi. C'est, qu'on est à plein temps dessus, qu'on est à fond. C'est vrai qu'on parle tout le temps de ça, hein. Au quotidien, c'est Erika à fond, mais on aime bien, enfin, on aime bien ce qu'on fait, ce qu'on produit, et du coup, non, ça se passe très bien, en fait. Ah bah, je suis super contente pour vous 2 par rapport à tout ça donc c'est trop chouette. Et du coup, ça me fait penser aussi dans les questions, parce que tu as commencé à parler de ce que je faisais comme travail Brice, mais du coup, je voulais savoir, du coup, quelles sont les étapes pour une création d'album? Parce que du coup, voilà, en auto-édition, il faut vraiment tout faire de A à Z, donc voilà, si tu peux nous en dire un peu plus? Alors, au départ, il y a beaucoup de réflexions. C'est beaucoup de réflexions sans rien noter, ni dessiner. J'essaye de vivre ce que vivent, les personnages en ressentant leurs émotions et leurs intentions. En fait, c'est les ressentis, qui me permettent, d'écrire l'histoire et une fois que j'ai ça, j'écris les événements importants de façon, synthétique, sous forme de grosses patates et je les range et ensuite je développe un peu plus, ce qui va se passer et une fois que je suis sûre, du déroulé de l'histoire, je commence le storyboard, donc le brouillon, de tout le tome et une fois que c'est terminé, retour à la page 1 pour faire l'ancrage et une fois que c'est fini, c'est retour encore une fois à la page 1 pour faire la couleur. Donc moi je fais des albums qui font environ 300 pages, donc c'est un gros, gros travail de retourner, au début. Ah! Retour à la Ah page 1. mince! Et ensuite, une fois que ça c'est fait, il faut corriger, les fautes d'orthographe et faire la maquette. Et du coup tout ça, c'est sans compter, les nombreuses fois où j'ai recommencé, mon scénario, que ce soit à l'écrit ou en storyboard. Donc voilà, il me faut, pas mal de temps avant d'être satisfaite, en vrai. Non, mais je comprends. Oh, perfectionnisme à fond, quoi. Oui, oui, c'est ouais, je sais qu'il faut que je me calme sur ça parce que sinon c'est un cycle, sans fin, en fait. Je m'arrête plus, je recommence, je recommence. Même là pour le tome 3, ça fait un moment qu'elles sont finies les pages, du coup je les redécouvre en vrai au fur et à mesure que je les poste et je suis là: «Ah! Est-ce que je changerais pas ça et tout, est-ce que ce serait pas mieux, machin?» et puis il y a Brice qui est là: «Non mais tu arrêtes! Tu
tu arrêtes, cette fois j'allais bien, hein, tu de vouloir tout changer, des fois je me dis: «Attends, est-ce que je change tout?» heu, non, non, mais des fois ça peut partir très, très loin, donc faut que je m'arrête. Je remets tout en question des fois, donc ça peut aller assez loin, ça peut faire peur aussi parce que c'est non, non, il faut pas tout recommencer, sinon je peux plus faire les tomes en fait, j'ai plus le temps, faut savoir s'arrêter. Voilà, je travaille sur ça. Bah, c'est bien dire, ça me rappelle, tu avais fait justement une petite BD à ce sujet où tu avais une sorte de petit personnage qui te disait: «Ça, il faut que tu modifies». Enfin, c'était des mini détails et du coup, tu écoutais et tout et après tu t'en sortais plus. Ah ouais, mais surtout c'est des détails qu'il y a que moi qui les vois en fait. Des fois c'est des, pourcentages, d'opacité. Je suis là: «Alors attends, si je mets 5 en moins, est-ce que ce serait mieux?» Des fois j'appelle Brice du coup pour avoir son avis: «Attends, je fais avant, après, tu en penses quoi? 5 en moins d'opacité, 5 en plus, tu préfères quoi là?» Parce que c'est en mode, ça va changer tout le dom. Mais ouais, ouais, non mais il faut se calmer là. Il faut vraiment se calmer. Et ça me fait aussi penser à une autre petite BD que j'avais lue de toi sur ton Insta où, je crois que c'était je sais plus pour quel tome c'était, mais genre il y avait, sur la maquette, il y avait une faute d'orthographe, je crois, là, derrière de la couverture et du coup, toi, tu étais en mode: «Mais non, mais les gens, ils vont voir que ça, mais comment je vais faire?» Ça, c'était un énorme stress. C'était un vraiment, mais vraiment, j'en ai fait des cauchemars, cette histoire de faute d'orthographe, surtout, pour le tome 2. À chaque fois qu'on relisait, on trouvait un truc, et j'en pouvais plus en fait, de ça. Je voulais surtout pas qu'il y ait des fautes, parce que, bah, je sais pas, les gens ils vont lire et ça gâche un peu la lecture si on trouve des fautes, donc voilà, je voulais et je veux le truc parfait aussi. Je veux qu'il y ait 0 faute, que le truc il soit nickel et en fait là, ce qu'on a fait, bah, pour le tome 3, je sais qu'il y aura 0 faute parce que là, pour le coup, j'ai embauché, une, correctrice pour le tome 3. Donc c'est vraiment, à la virgule près, hein, le point sur les i et tout, enfin c'est vraiment, elle a tout corrigé, de fond en comble et là c'était vraiment, un gros soulagement d'avoir fait ça. Bah, le fait d'avoir Tipeee, Ulule, ça me permet d'avoir les fonds pour, engager des prestataires, parce que ça a coûté un certain prix et là, je me suis dit: «Allez, j'ai les sous pour, engager une correctrice professionnelle qui va me faire, le travail, nickel et voilà et c'est trop bien. C j'ai ça en moins à penser en fait, donc ça c'est cool. Ouais, tu m'étonnes, la charge mentale, là, c'est bon, tu l'as pas sur les fautes d'orthographe. Ouais, voilà, je sais que c'est bon, il pourra partir à l'impression, tranquille, sans stress, sans cauchemar. Donc ça c'est cool et je ferai ça pour les autres tomes, donc voilà, on se professionnalise, au fur et à mesure. Donc ça c'est bien. Tellement! Mais d'ailleurs, ça me fait penser aussi pour rebondir sur quelque chose que tu avais dit, enfin, sans le voir, mais du coup, comment dire? La traduction d'Erika, et Les Princes en détresse, ça se passe comment? Je sais que tu l'avais sorti sur Webtoon en anglais, mais du coup, qu'est-ce que ça a donné? Est-ce que du coup, il y aura d'autres tomes? Parce qu'il y a que le tome 1 et quelle est la suite des aventures pour Erika et les Princes en détresse? Bah, en fait, c'est, l'éditeur, de mon tout premier livre en maison d'édition, sur les stagiaires, moi 20 ans, diplômé, motivé, exploité. C'est lui qui a traduit, ce premier tome et du coup, c'est lui qui traduit Erika et les Princes en détresse, donc il a traduit et édité et ce que je voulais avant, qu'il soit publié, c'est, de le mettre sur Webtoon pour, faire connaître Erika, en dehors de la France, en fait. Du coup, ouais, ça avait pas mal tourné. Pour quelqu'un qui moi, je connais pas trop, comment dire? Comment ça fonctionne Webtoon et tout, je découvrais donc je trouvais que c'était pas mal. J'ai plus les chiffres, hein, par contre, hein, mais je savais que franchement c'était plutôt bien. Il y avait des retours et tout. Il y a même des gens en ce moment qui me demandent en anglais quand qu'est-ce qui sort, le tome 2. Alors je fais: «Ah attends, mode anglais gling activé», et du coup, pour le tome 2, bah, justement, j'ai reçu, un exemplaire, du tome 2 traduit en anglais.
La semaine dernière, donc c'était il y a pas si longtemps. Donc il va être prochainement, il va publié. Je J'ai pas la date exacte, mais c'est dans pas longtemps, vu que, il y a j'ai un exemplaire. Bah, je lui demanderai, quand qu'est-ce qu'il compte le publier du coup. Ah bah, trop bien! Bah, bravo, enfin, Erika va partir à l'international, trop stylé. Alors pour l'instant, c'est en Angleterre, donc ce que j'espère pour plus tard, c'est qu'on touche, un maximum de monde, donc je sais pas, d'autres pays, je sais pas lesquels, mais voilà que ça que ça prenne un peu plus à l'étranger, à ma petite échelle, hein, parce que bon, ça reste quand même assez incroyable d'avoir été traduit, en anglais, parce que ça reste, bah, de l'auto-édition, on est tous les 2 à faire nos petits trucs, donc ouais, donc c'est cool que ça ait été. Ouais, non, mais quel travail et du coup, ça me fait penser parce que je me dis ça peut être intéressant d'embarquer ce sujet-là. C'est du coup, pourquoi tu n'es pas restée en maison d'édition? Pourquoi tu es du coup passée, en auto-édition? Donc en vrai pour Erika, il y avait une maison d'édition qui était, très intéressée par ce projet, mais le problème c'est qu'elle voulait le faire, en un seul tome. Voilà, et étant donné que j'ai développé, tout un univers, ça me paraissait complètement impensable de le faire qu'en un seul tome. Et même s'il avait décidé d'en faire une série, de tomes, il avait le pouvoir de l'arrêter à tout moment, et c'est déjà arrivé à des amis artistes qui ont été contraints de clôturer leur série avant la fin, et je sais à quel point c'est horrible, et je voulais pas risquer, un tel destin, pour, mes personnages, c'était pas possible. Et du coup, il y avait ces 2 problèmes, mais il y avait aussi un problème, d'ordre, économique, parce que, vivre uniquement de la bande dessinée, c'est super dur, hein. Pour toucher des droits d'auteur, il faut attendre d'avoir remboursé son avaloir avant, d'espérer toucher quelque chose. Donc l'avaloir, j'explique un petit peu ce que c'est, ça correspond à la somme que donne l'éditeur pour que l'artiste, fasse son livre. Donc ça peut prendre, 6 mois, 1 an, 2 ans, et une fois que le livre sort, il faut attendre que l'éditeur se soit remboursé l'avaloir avant qu'on puisse, toucher quelque chose. Et ce qui se passe, c'est qu'on est très nombreux à ne pas toucher de droits d'auteur sur nos livres, vu que l'avaloir n'est pas encore remboursé, et peut-être qu'il ne le sera jamais en vrai. Par contre, bon, il y en a qui touchent, hein, des droits d'auteur, il y en a qui y arrivent, mais ce n'est clairement pas la majorité. Moi personnellement, je n'ai jamais touché de droits d'auteur, hein, et en vrai, Erika et les princes en détresse, cette BD, elle m'a donné la possibilité d'être pour la première fois de ma vie rémunérée. En vrai. Donc voilà, donc merci à tous les gens qui nous soutiennent, que ce soit sur Tipeee, Ulule, ces plateformes, participatives, parce que, enfin je suis rémunérée pour mon travail, en fait, grâce à toutes ces personnes qui nous soutiennent. Donc vraiment c'est un énorme merci, et le mot il est super faible. Enfin, je suis tellement reconnaissante, en fait. Donc grâce à toutes ces personnes, je peux continuer à, bah, à faire, à faire ma bande dessinée, en fait. À travailler, en plus, j'ai plus le couteau sous la gorge et tout, donc je fais là ma BD, sereinement, et je sais que c'est super rare, hein, de travailler comme ça, dans ce milieu-là. Donc là, oui, je suis très, très reconnaissante. Waouh, bah, tu m'étonnes, mais j'aurais vraiment pas cru, parce qu'en plus, tu as sorti quand même pas mal de BD. Tu avais, bah, les BD des stagiaires, il y avait C'est pas mon genre aussi, il y avait aussi une BD sur le sexisme, peut-être que j'en oublie? Sur les stéréotypes de genre? Ouais, Pas mon genre, c'est ça? ouais, il y a enfin, je sais Mmh. que tu as sorti Ah, plusieurs sur le BD. harcèlement de rue, Ouais, ouais, sur le voilà. harcèlement de rue et scolaire aussi, j'avais fait. Donc ouais, ouais, j'ai fait, 7, non 6 albums en maison d'édition, oui, et ça suffit pas, enfin pour ma part, hein, je parle pour moi, hein, ça a pas suffi pour, me faire toucher des droits d'auteur. Malheureusement, vu que la Valoir n'est pas, encore remboursée. Ah ouais, c'est compliqué. Mais d'ailleurs, attends, pour C'est pas mon genre, je sais que tu l'avais remis sur ton site de mémoire. Oui, parce qu'en fait, l'éditeur, bah, il veut plus le commercialiser. Il restait encore, pas mal de stock, dans l'entrepôt,
mais il avait l'intention de tous les passer au pilon, en fait, de tous les détruire et donc il m'avait proposé, de les racheter. Du coup, j'ai fait: «Bah, ouais, oui, donne, donne». J'ai donc du coup, je les ai rachetés et bah, il y en avait, presque 300, un truc comme ça. Et du coup, bah, je les ai mises en vente, sur notre shop, en ligne et en leur disant bon, bah, en disant aux gens: «Bah, c'est les derniers». Et c'est même d'ailleurs celui qui m'a donné l'idée, d'Erika et les princes en détresse, hein, pas mon genre, hein, sur les stéréotypes de genre. Donc je les ai mis, en ligne et c'est parti à une vitesse, incroyable, tellement qu'en fait notre shop en ligne, il a buggé en fait. Il y a eu erreur, et tout, enfin c'est on n'arrivait plus à rentrer dedans, quoi. Donc bon ça s'est, réglé mais c'est parti, ouais c'est parti, super je crois que c'est parti en 3 heures, un truc comme ça, si mes souvenirs sont bons. Donc oui, il oui, j'ai encore surprise là. Il y a eu un engouement pour ces derniers exemplaires, c'était vraiment les derniers, hein. Dingue. Mais oui, mais moi j'ai mon exemplaire d'ailleurs, c'est pas mon genre. Ah oui! Tu as réussi, à l'avoir. Garde-le bien précieusement, du coup. Il est collector. Il est ultra collector, ouais. Ah mais en vrai, c'est vrai que ça me rappelle, c'est vrai que la fin du bouquin, en fait, ouais, c'est clairement Erika et les princes en détresse. Enfin, c'est une femme, qui va sauver un prince de mémoire. Enfin, ça se passe un peu comme ça. Je sais plus exactement. Ah oui, oui, c'était vraiment, à la à la toute fin, en fait. En fait, j'ai eu l'idée, d'Erika et les princes en détresse grâce à ma dernière BD en maison d'édition, qui s'appelle Pas mon genre, qui parle de stéréotypes de genre. Donc c'est une BD, autobiographique, qui parle du fait que je n'aime pas qu'on mette, les gens dans des cases, selon leur genre. Donc une fille c'est censée faire ceci, cela, et pareil pour les garçons, les émotions, tout ça. Et à la fin de cette BD, je me suis dessinée en princesse guerrière qui part, sauver Brice, qui est prisonnier en haut, d'une tour et encerclé par un terrible dragon. Et cette histoire, elle m'a tellement, passionnée que j'ai développé par la suite tout un univers autour de ce concept, d'inversion des genres. Voilà, c'est parti de là. Waouh, c'est trop dingue, j'aime trop. J'ai bien fait de la dessiner cette histoire. Mais oui, comme quoi il a pas suffi de grand chose pour que Erika et Prince en détresse, naissent, quoi. Dingue. Ah oui, un énorme univers parce qu'on fait vraiment énormément de choses autour de cet univers. Ça a pris, une ampleur assez, incroyable. On est à temps plein dessus tellement il y a de choses à faire, à produire, et c'est trop bien, en fait. C'est vraiment trop bien. C'est tout ce que je demandais, en fait, pour pouvoir, bah, déjà travailler à temps plein sur ma BD, hein. Mmh, mmh mh. Hem et de pouvoir, faire une BD, d'heroic fantasy, c'est vraiment un truc, que je voulais faire, une BD d'aventure, humoristique, voilà, qui porte mes valeurs féministes, hein. Tout en passant un beau moment, en suivant des personnages, délirants, non mais c'est la bonne configuration. Bah, en tout cas, c'est très, très bien réussi et d'ailleurs, ça me fait penser pour embrayer sur ce sujet, parce que là, la campagne Ulule va bientôt, commencer et du coup, si tu pouvais nous donner un peu plus, d'insight à ce sujet et expliquer peut-être rapidement Ulule pour les personnes qui nous écoutent, qui ne connaîtraient pas, on sait-on jamais? Alors Ulule, donc j'explique, c'est quoi Ulule, c'est ça? C'est quoi Ulule et après, bah, du coup, qu'est-ce que tu dois faire comme travail par rapport à Erika et les princes en détresse, dessus? Alors Ulule, c'est une plateforme, de crowdfunding, de financement participatif, qui permet de financer, des projets. Donc en gros, c'est une plateforme, on met de l'argent, on soutient un projet pendant une durée, limitée et si malheureusement le projet se fait pas, tout le monde, est remboursé. Mais si le projet se fait et ben le produit, voit le jour grâce, à tous les gens qui ont, contribué pour que le projet, voit le jour, quoi. Je sais pas si j'ai bien, résumé. Si, si, très bien. Hem Donc Ulule, c'est ça et c'était quoi l'autre question? Et du coup, le travail qu'il y a à faire, par rapport à Erika et les princes en détresse sur Ulule, justement? Alors,
alors pour Ulule, alors, je parle de notre côté à nous, en fait, on met environ 6 mois, pour préparer une campagne Ulule. Parce que, ce qu'on veut, c'est, embarquer les gens dans une aventure et leur raconter une histoire, en animation. Et pour la campagne du tome 3 en octobre, il faudra sauver à nouveau un nouveau prince en détresse. Et parce qu'on trouve que c'est beaucoup plus, marrant et ludique, comme ça, mais du coup ça prend, énormément de temps. D'ailleurs pour la campagne du tome 3, j'ai vraiment cru qu'on allait pas y arriver tellement il y avait de choses à faire, à produire. Bon, on n'a pas encore fini, mais je pense que ça va le faire, hein. Il est derrière là à faire, à continuer, donc parce que j'ai fait 54 illustrations, une vingtaine de personnages avec leur corps, découpés, les bras, les jambes, les pupilles pour qu'ils soient animés. J'ai fait 112 expressions de différents personnages, sans compter les décors. Et voilà, c'était un gros travail. Et bon, je sais que pendant la campagne Ulule, ça va être, les montagnes russes au niveau des émotions. Il y aura beaucoup de stress, de joie, enfin j'espère, mélangé à de la fatigue, mais on a tellement hâte de montrer notre, dur labeur que c'est l'excitation qui prend le dessus, quoi. Là, il faut montrer les trucs là parce que ça fait longtemps qu'on est dessus, il faut là là dans pas longtemps, on va tout montrer. Chouette, j'ai hâte de voir tout ça. On espère que ça va plaire, hein, encore une fois. On n'est jamais sûr de rien. À chaque fois qu'on lance un nouveau projet, on ne sait pas comment ça va être pris, donc il y a toujours, une part de stress, hein, mais bon, déjà, nous, ça nous plaît beaucoup, donc voilà. On espère que ça plaira aussi, au lectorat. Mais oui, bah, du coup, moi, je me rappelle, je crois que je t'avais découvert avec le tome 2, je sais même plus à vrai dire, mais quand j'avais vu ta campagne Ulule du tome 2, parce que ça, je sais que je l'avais faite, je trouvais ça assez dingue parce que du coup, quand on avançait dans le pourcentage de financement du projet, il y avait des nouvelles étapes pour Erika, des nouveaux personnes à combattre et tout, mais je trouvais ça trop bien fait. C'est trop dingue. Ah bah, merci beaucoup. Bah, on trouve ça plus marrant d'embarquer les gens dans une aventure, plutôt que, rabâcher, tous les jours: «Acheter, acheter, acheter». Alors que si tu leur racontes une histoire, bah, c'est beaucoup plus marrant. Bah, déjà pour nous on aime trop, raconter des histoires, donc voilà, pendant ces 3 semaines, on va vous raconter une nouvelle aventure et ça va être drôle, en fait. Et OK, il y a les précommandes, tout ça, mais on est là pour passer un bon moment. Et si vous avez passé un bon moment, avec la campagne Ulule, bah, vous passerez sûrement un bon moment avec les livres. Donc c'est pas juste, «Je vous promets que le tome, il va être bien, je vous promets». Non, je veux vous montrer aux gens: «Regardez, ça va être bien». Je veux leur donner la preuve. Donc voilà. On se donne du mal, mais on est comme ça, on aime bien. Oui, c'est la preuve par l'exemple et c'est réussi. Mais d'ailleurs, tu parlais d'animation et du coup, moi, j'avoue que ce serait stylé de voir Erika et les Princes en détresse en dessin animé, en vrai, ce serait fou. Bah, ce serait un truc de ouf, ouais, ce serait, incroyable, mais voilà, pour le voir en dessin animé, bah, c'est vraiment, il y a pas beaucoup de projets, hein, en plus qui arrivent, en dessin animé. En plus, là, c'est de l'auto-édition, donc bon. Mais bon, c'est vrai que ce serait vachement bien. C'est un truc qu'on nous a beaucoup dit, en dédicace et même en message, bah, pendant la campagne Ulule du tome 2. Les gens ils étaient là: «Waouh, en dessin animé, ce serait trop bien et tout». Je fais: «Waouh, bah, ouais, je vous confirme que ce serait vachement bien». Donc ouais, oui, je peux que dire que ce serait trop bien. Oui, surtout qu'on a quand même un petit aperçu avec la campagne, parce que je sais que la dernière fois, bah, je crois que tu mis ta voix, vous avez aussi interrogé un personnage là qui c'était une sorte de barde, je sais plus trop et qui Oui, oui, le compteur, on a notre compteur officiel. Pour la campagne du tome 2, on a eu, alors c'était incroyable, on a eu, Pierre-Alain de Garrigues, Page, et qui a bien voulu nous prêter sa voix et son talent, son immense talent, pour, la campagne Ulule. Donc il nous a fait la voix du compteur, pendant toute la durée, de la campagne. Et ça rend trop, trop bien, quoi. Enfin, j'étais choquée, en fait. En plus, je lui ai filé le texte, il nous a fait ça en 15 minutes et tout était trop bien direct.
et je fais: «Waouh, waouh, ça c'est vraiment c'est un professionnel, oui, c'est un pro, en plus qui accepte de le faire pour nous, ça c'était vraiment, incroyable. J'étais tellement, surprise que j'avais peur qu'il ait mal compris en fait, ce qu'on voulait, est-ce qu'il a bien compris ce qu'on voulait faire? Mais oui, il avait bien compris et il voulait le faire, ouais. Donc trop bien, trop bien. Merci à lui parce que c'était vraiment, ouf. Mais oui, ça rend trop, trop bien. Enfin, en plus, en 15 minutes, mais waouh, incroyable. Ah oui, non mais c'est vraiment, il a un talent, incroyable, hein, en plus sa voix, pour le conteur, c'était trop bien, quoi. Oui, oui, ça collait trop au personnage. De toute façon, je mettrai en lien dans la description pour les personnes qui nous écoutent, pour qu'ils découvrent ce talent. Ah oui! Il faut vraiment l'écouter parce que lui en conteur, en plus pendant toute la durée de la Campanule, il était là à chaque vidéo en fait, et voilà, il racontait l'histoire, épique et tout, non mais c'était vraiment bien, vraiment bien. Oh, et du coup, il y a un compteur pour, le troisième tome? Il sera là, Cool. mais j'en dis pas plus. Suspense, suspense. Il faudra la suivre et la regarder pour le savoir. C'est vrai, mais je pense que quand l'épisode sortira, à mon avis, Erika sera déjà disponible parce qu'il va sortir à partir de 2025, donc les gens pourront découvrir la campagne après coup, pour le coup. Et c'est une campagne de précommande, donc les gens, précommandent pendant une durée, déterminée et c'est là qu'on voit combien de livres, je vais devoir, imprimer. Donc c'est des précommandes et donc à partir de ce chiffre-là, je vais me dire: «Bon OK, il y a besoin de tant, donc j'imprime tant». Et du coup, bah, c'est vachement bien parce que j'ai pas à me dire: «Ah oui, je pense qu'il y aura, tant de bouquins, tant d'exemplaires». Non, là, je sais combien je dois en imprimer, c'est trop bien, en fait. Donc là, juste après la campagne, on va contacter, l'imprimeur, et enfin voilà, toute la logistique se met en marche pour pouvoir livrer, les gens en, 2025. Parce qu'il y a une grosse logistique, hein, après il faut empaqueter, il faut imprimer, il faut empaqueter les livres, il faut faire les signatures, il faut faire les dédicaces et machin, donc il y a quand même, pas mal de choses à faire, mais ce qui est trop bien, c'est que le tome 3 est terminé à 100. Bravo! Ah je vends un livre qui est terminé et ça, c'est vraiment un truc que je voulais faire absolument. Je voulais pas, après la campagne Ulule, me remettre dedans, alors la couleur, machin, non, 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 c'est fini. Je vous vends un livre qui est fini, donc voilà. Juste après la campagne, on passe à la suite, imprimeur, livraison, blablabla. Mais oui, mais d'ailleurs, ça me fait penser même niveau goodies, parce que j'en ai à côté de moi. Du coup, il y a un petit tatouage Erika, il y a une sorte de petit, il y avait un petit magnète, il y avait une Erika à faire, à construire soi-même, des cartes postales, une mini épée. Enfin, je me dis, c'est dingue, ça demande tellement de travail en plus pour remercier les gens qui l'achètent. Mais waouh, ouais, c'était incroyable. Ouais, ouais, c'est vrai que ça prend pas mal de temps, de faire tout ça. Il y aura une petite, nouveauté pour, cette campagne Ulule, à voir comment, vont prendre, ce comment dire? Est-ce que cette idée va être bien prise? Bon, enfin, bon, j'en dis pas plus, hein, je vais faire un nouveau truc, au niveau des goodies et d'ailleurs je vais le dire la semaine prochaine. Mais voilà, on verra. On verra comment ça va être pris. Ça va bien se passer, j'en suis sûre. Mais d'ailleurs, ça me fait penser, parce qu'après on passera à la conclusion de l'épisode, mais en fait, j'ai revu une de BD de toi récemment, parce qu'en fait, c'était par rapport à ta campagne, je sais pas, pour un goodies, tu réfléchissais, je crois, à mettre des mini hamburgers dedans. Ah oui, oui, non, mais ça, c'était à la campagne du tome 2, enfin, au moment où on avait, tous les livres, dans les cartons, on les avait tous reçus. On avait aussi les goodies et il fallait, livrer les gens, avec, les bons goodies à tel endroit, machin et ça me prenait, tout l'espace dans ma tête, en fait. Enfin, j'en rêvais la nuit, ah les goodies, ah lui la signature, ah lui le dessin avec le goodies, machin et du coup je voulais pas, me tromper et du coup j'avais rêvé que, les gens ils devaient recevoir des mini hamburgers et du coup ça m'avait horrifiée parce que j'ai rêvé qu'ils avaient reçu le hamburger froid. Il arrivait froid
Et j'étais là: «Non! Non, il est arrivé froid alors que j'ai promis que c'était un hamburger, bah, c'est chaud quoi, ça se mange chaud, c'est mieux, ça fait» mais c'était, ouais, ouais, c'était compliqué à ce moment-là, je rêve beaucoup, de ce qui m'arrive au quotidien. Mais ça fait une anecdote amusante à raconter du coup par dessin. Ouais. Ouais, du coup, ouais, je m'en souviens parce qu'on me raconte en plus, en dédicace: «Ouais, je me souviens le hamburger, machin». J'avais aussi, je sais plus si je l'ai raconté ou que je devais livrer des raviolis aux huîtres, de Bretagne et bah, du coup, j'avais pas réussi et tout, enfin, c'est un délire, quoi, enfin, je sais plus, bon, on verra, quel rêve je vais faire pour, la campagne du tome 3. Suspense. Suspense, ça sera des je sais pas, des petits cupcakes, j'en sais rien. Des des hot dogs pour changer des hamburgers. Qui sait? Moi, je vais pas livrer des hot dogs, hein, juste pour être sûr, hein, je livre pas des hot dogs, je livre pas des hamburgers, hein, c'est ça se mange pas, hein. Nous voilà prévenus. Du coup, pour, le temps passe vite, là, c'est déjà, la fin de l'épisode. Du coup, quel serait ton mot de la fin par rapport à tout ce qu'on s'est dit? Alors le mot de la fin, en fait, ce que je retiens de cette expérience, sur, Erika et la princesse en détresse, c'est qu'il faut pas hésiter à essayer si on a un projet. Je sais que ça peut être compliqué de se lancer, mais il faut au moins tenter pour ne pas regretter plus tard. Peut-être que ça va marcher, peut-être pas, mais il faut essayer pour le savoir et surtout, il faut se donner une chance de réussir. Donc voilà, je dirais que le mot de la fin, ce serait d'essayer. C'est super important d'expérimenter, en effet. Je te rejoins totalement. Comme ça, on sait si ça nous plaît ou pas, mais il faut le sa enfin, faut expérimenter pour le savoir, quoi. Et peut-être que je peux je sais pas, parler de où est-ce qu'on peut retrouver, Mmh, le tome 1 et le tome 2? bien sûr, vas-y. OK. Alors, on peut retrouver, du coup le tome 1 et le tome 2 d'Erika et les princes en détresse sur, notre shop en ligne, c'est, shop.yatou.fr et le troisième sera en précommande en octobre sur, Ulule. Et on a un site officiel, erikaprinceendétresse.com avec toutes les infos sur l'univers dessus. Trop bien. Voilà. Moi, je mettrai le lien dans la description de l'épisode pour que les personnes qui nous écoutent aillent découvrir tout ça. Merci. Avec plaisir. Et dans la suite de mes questions, qui sont tes rôles modèles? Alors, mes rôles modèles, bah, c'est plutôt des personnages de manga, en fait, qui m'ont inspirée. Ce sont les personnages, dans Bakuman. C'est un manga qui parle de 2 passionnés de manga qui se donnent à fond, pour vivre leurs rêves. J'aime bien leur énergie, c'est super inspirant, c'est très motivant, même si on tombe un peu trop dans l'excès, je trouve. En fait, les personnages, ils travaillent tellement jusqu'à se détruire la santé, il y en a même un qui finit à l'hôpital et je pense que le fait de réussir ne doit pas être au détriment de sa santé. Donc c'est pour ça que je cite, cet exemple, je cite quand même cet exemple, mais avec des pincettes. Oui, non, c'est important en effet d'avoir une bonne santé mentale, pour mener nos projets, parce que sinon en vrai, on est flingués quoi et c'est triste, enfin c'est dommage quoi. Bah oui, si on veut pouvoir faire la suite, si on veut pouvoir continuer à faire de la bande dessinée par exemple, bah faut être en vie quoi, c'est mieux. Accessoirement. Accessoirement, ouais, donc faire attention. Quelles ressources tu recommanderais aux personnes qui nous écoutent? Alors, si c'est des livres à recommander, je dirais, le manga Arte, Reine d'Égypte, Les carnets de l'apothicaire, qui montrent, des femmes fortes et indépendantes. Oh, trop bien. Voilà, tous ces mangas-là, je les adore parce que bah, ça montre, oui, bah, des femmes fortes et indépendantes et c'est ça j'adore, ça j'adore. Vive les femmes badass. Ouais! C'est vrai que j'avais entendu beaucoup de bien des carnets de l'apothicaire. Ah ouais, c'est trop bien, c'est trop, trop bien. En plus, il est en animé, donc les livres et l'animé, tous les 2 ils sont trop bien, donc ouais, faut pas hésiter, c'est vraiment cool. Et c'est bien parce que ça montre un personnage, je trouve que qu'on n'a pas l'habitude de voir, en fait, dans les mangas, un personnage féminin. C'est, comment dire?
En fait, on voit très bien qu'il y a un personnage, qui est un personnage masculin qui est attiré par elle, mais elle rentre pas du tout dans son jeu, quoi. Limite elle est un peu dégoûtée, en fait. Elle est rebootée par ce personnage et tout, et elle est pas du tout dans le sentiment amoureux, en fait. Elle est pas du tout dans ça, elle est dans son truc d'apothicaire, dans la réflexion, elle est très intelligente et elle tombe pas du tout dans ce côté-là, en fait, dans les sentiments, dans l'amour, machin, et ça change, en fait. C'est vraiment cool. Ah ouais, tu le vends bien, parce que c'est vrai que c'est un peu chiant les clichés, dans les mangas de shoujo et tout. Oui, c'est pas genre: «Ah bah, forcément, elle va éprouver des sentiments, forcément». Bah non, là, non! Non, elle est concentrée sur son travail et elle le fait très, très bien et voilà, elle a pas besoin, d'autre chose, en fait. On peut très bien faire son travail sans, éprouver de sentiments amoureux, voilà, non, mais c'est vachement bien écrit, ce truc. Bah, merci pour la reco, il faudra que j'aille regarder moi aussi. Et du coup, dans mes 2 dernières questions, il y a que signifie le terme féminisme pour toi et qui aimerais-tu voir au micro de Matrimoine féministe? Alors pour moi, je vais être super simple, hein. Pour moi, le féminisme, c'est tout simplement l'égalité entre les genres et c'est tout, en fait. C'est déjà si tout le monde arrive à comprendre ça, juste que c'est juste l'égalité en fait entre les hommes et les femmes, eh bah, ce serait vachement bien quoi, parce que c'est super simple à comprendre le féminisme en vrai. Donc pour moi, c'est juste ça, C'est vrai. l'égalité entre les genres. Très bonne définition. Je pense que le message est passé et tu raison, je suis d'accord avec toi, l'égalité, c'est pourtant quelque chose de tellement fondamental, mais qui a tendance à oh, c'est oublié, quoi. Oui, parce que c'est pas, les femmes qui n'aiment pas les hommes, c'est pas ça en fait. On veut pas prendre le pouvoir sur les hommes. Parce que je sais qu'il y en a qui pensent ça, mais alors que c'est pas du tout ça. C'est pas, en plus ce truc, il y a pas des féminismes, hystériques, je sais pas quoi, enfin non, non, c'est le féminisme, c'est quoi? C'est l'égalité et puis basta en fait. Voilà. Tellement d'accord avec toi. Et du coup, dernière question, qui aimerais-tu voir au micro de Matrimoine féministe? Alors, moi je dirais Diane Truc. Alors c'est une des autrices, du webtoon, Trop bien, qui s'appelle Colossal. Que j'ai adoré. C'était tellement bien, franchement, je recommande vraiment de le lire. Il a été publié, donc on peut se le procurer en format papier et en fait, ça parle d'une fille, qui vient d'une famille, d'aristocrates et qui a une passion pour la musculation. Voilà, j'en dis pas plus, mais il faut lire ça, c'est trop, trop bien. Waouh, bah, je connaissais pas du tout et je vais aller regarder ça, juste après notre épisode. Ah ouais, 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 il faut aller lire. Colossal. Trop bien, bah, ce sera avec plaisir de l'interviewer, pour parler de son webtoon et son manga. Bon, bah, super, bah, en tout cas, merci beaucoup, Yatou, pour notre échange et merci aux personnes qui nous ont écoutés jusqu'au bout. Merci, de m'avoir proposé, ce podcast, merci beaucoup. Ciao, ciao tout le monde! Ciao! Merci d'avoir écouté cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à parcourir la retranscription de l'épisode sur mon site internet www.matrimoine-féministe.com et me laisser votre avis en commentaire. Cela me ferait vraiment plaisir de vous lire et de vous répondre. À très vite!